Au Mali, le Premier ministre accuse la France d'avoir formé des groupes terroristes à Kidal. Les points saillants de cette interview dans ce journal. Au Burkina Faso, ouverture du procès de l'assassinat de Thomas Sankara, 34 ans après. Le grand format de ce journal sera dédié à l'artiste plasticien Amadou Kopa Bachili. Fidèles téléspectateurs, si vous nous rejoignez, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous en parlions à l'entame de cette édition. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a accusé la France lors d'une interview le 8 octobre d'avoir formé des groupes terroristes dans le nord du Mali, précisément dans la région de Kidal. Les points saillants de cette interview avec El Hadji Malik Guitei. Nouvel rebondissement dans l'escalade de la tension diplomatique entre le Mali et la France. Dans un entretien accordé le 8 octobre dernier à l'agence de presse russe RIA Novosti et relayé par la chaîne de télévision RT France, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a taclé de nouveau la France. Le chef du gouvernement malien a formulé cette fois-ci des accusations très graves contre les autorités françaises qu'il accuse d'avoir déstabilisé le Mali et formé des groupes terroristes au nord du pays, notamment dans la région de Kidal. Arrivé à Kidal, la France a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Elle a créé une enclave. Qu'est-ce qu'elle a fait? En Sardine, une organisation terroriste internationale déclarée par les Américains, une branche de Al-Qaïda au Mali. Son chef, les Français ont pris ses deux adjoints pour former une autre organisation. C'est la France qui a créé cette enclave. Ils ont des groupes armés qui sont entraînés par des officiers français. Nous en avons les preuves. Plus de 72 heures après cette sortie de Choguel Kokala Maïga, ni les autorités ni les médias français n'ont réagi face à de telles accusations. Selon Bassirou Ben Doumbia, analyste politique, ce silence a des justifications. Donc le silence peut se justifier par ces deux facteurs. Un, la sensibilité de la relation franco-africaine de manière générale avec le Mali et l'Algérie. Ou secondo, la sensibilité de la dénonciation du Premier ministre qui peut être vraie, face à laquelle les autorités françaises peuvent hésiter à répondre de peur que ces preuves-là soient étalées sur la place publique. Depuis 2012, le gouvernement du Mali a perdu le contrôle de plusieurs parties de la région de Kidal. Et selon Choguel Kokala Maïga, cela est dû au lien étroit que la France entretient avec les groupes terroristes. Par ailleurs, le Premier ministre malien a aussi rappelé au cours de l'entretien la souveraineté du Mali à coopérer avec n'importe quel pays, notamment la Russie, et ceci dans l'intérêt du peuple malien. Ces propos de Choguel Kokala Maïga interviennent à un moment où les relations diplomatiques entre les deux pays sont détériorées depuis les propos qu'il a tenus à la tribune des Nations Unies, qualifiant le retrait de la force Barkhane d'abandon en plein vol et pointant du doigt l'efficacité de l'intervention française et onusienne au Mali depuis 2013. Le mouvement Mali Bédjo a lancé ce samedi 9 octobre ses activités. Mali Bédjo, qui signifie le Mali va être bâti, est un mouvement qui vise à aider les autorités du pays à relever les défis actuels. Les leaders qui affirment qu'ils veulent devenir des acteurs, non des spectateurs, suivant le reportage de Haruna Saliakouni. Mali Bédjo, le Mali va être bâti, est un mouvement qui veut soutenir les autorités de la transition. Une manière pour eux d'aider le pays à relever les défis du moment. Depuis plus d'une décennie, notre pays traverse des situations très difficiles. Chers invités, les Maliens s'interrogent et se posent des questions quant à la direction qu'empruntera le bateau Mali. La boussole semble être déréglée depuis plusieurs années. L'avenir s'avère plus complexe et difficile. Le passé suscite peu d'enthousiasme. Bref, le Mali et les Maliens semblent être victimes d'illusions savamment orchestrées et organisées que par les puissances étrangères en complicité avec certains fils de la nation. Il arrive dans la vie de chaque nation où il ne restera que deux choix, se battre ou se soumettre. Hormis le choix du combat, nous n'avons pas d'autre alternative, d'où la raison de la création de ce mouvement dénommé Mali Bédjo. Donc, quelques objectifs majeurs est d'aider les autorités compétentes du pays à relever les défis qui se posent et s'imposent à la nation. Le mouvement projette de sillonner le pays pour son implantation. Pour le moment, après le lancement, nous comptons partir en profondeur du Mali, expliquer aux Maliens de l'extérieur comme de l'intérieur les objectifs du mouvement. Ensuite, mener beaucoup d'activités, notamment des activités en faveur de la stabilité et de la paix. Le Mali compte plus de 200 000 mouvements et associations. Malgré ces chiffres, les initiateurs de Mali Bédjo ne se considèrent pas comme un mouvement de trop. Ils prennent l'engagement de créer une différence
entre eux et les autres. Libération de la sœur religieuse colombienne Gloria Cecilia Narvaez. La sœur Gloria Cecilia Narvaez, une religieuse francisienne colombienne, a été libérée ce samedi 10 octobre 2021 après avoir été enlevée le 7 février 2017 par des djihadistes au Mali. Plus de détails avec Sirin Douba. Enfin, une bonne nouvelle pour la sœur Gloria Cecilia Narvaez, pour ses proches et membres de famille. Enlevée depuis le 7 février 2017 près de Koutiala à 400 km à l'est de Bamako. Elle a finalement retrouvé la liberté ce samedi, soit 4 ans de détention. Les autorités maliennes ont salué la sœur Gloria Cecilia Narvaez de son courage et sa bravoure ainsi que cette libération. Selon une de ses collègues, sœur Carmen Isabelle Valencia, la sœur s'était volontairement livrée aux ravisseurs alors qu'il s'apprêtait à enlever 2 religieuses plus jeunes. Gloria Cecilia Narvaez a travaillé comme missionnaire depuis 6 ans dans la paroisse de Karangasso avec 3 autres religieuses. Elle fait partie des franciscaines de Marie Immaculée, une congrégation d'origine suisse fondée en 1895 et présente dans 17 pays. Les enlèvements sont courants au Mali, pays sahélien pris dans la tourmente depuis le déclenchement d'insurrections indépendantistes et djihadistes dans le Nord en 2012. Le groupe Agoratoire organise ce lundi 11 octobre 2021 à l'Institut français du Mali la 9e édition de la compétition nationale de slam et humour dénommée Yelen Islam Massa. Ils seront 8 finalistes, soit 4 en slam et 4 en humour, pour le titre de meilleur slammer et de meilleur humoriste de l'année. Cette finale sera suivie par la restitution du spectacle de slam intitulé Femmes s'amusent, un spectacle de 45 minutes qui donne la parole aux femmes via le slam et l'humour autour des problèmes auxquels les femmes sont confrontées dans notre société. Parlons d'une autre forme d'art à présent. Amadou Opa Bathily est un artiste plasticien qui crée des œuvres d'art à partir de ses émotions et son inspiration. Un jeune qui est devenu aujourd'hui indépendant grâce à ce métier. Adama Sanogo s'est intéressé à ce sujet. Suivons. Ici, dans cette pièce, tout se passe, de la créativité jusqu'à la production complète des tableaux. L'on peut apercevoir des magnifiques créations qui impressionnent dès la première vue. L'utilisation des matières telles que les morceaux de tissu, les boîtes de canettes et le fer fait la beauté de ces œuvres. Il s'agit du jeune artiste Amadou Opa Bathily. Diplômé de l'Institut national des arts et du Conservatoire des arts et métiers multimédia Balafasseke Kouyaté de Bamako, Amadou Opa Bathily crée des tableaux et laisse le soin aux autres de l'interpréter. De matières, à savoir le cuir, les bâches plastiques, les tissus, donc à travers le collage aussi, comme beaucoup de gens, c'est-à-dire m'ont reconnu à travers ma technique de récupération avec des fragments de métal, des boîtes de canettes. La peinture, une création qui a toujours un message à donner sur le plan émotionnel et sur le plan philosophique. Nous ne sommes que des simples, c'est-à-dire canal pour transmettre ce message au public. Donc on crée souvent, mais souvent c'est l'œuvre lui-même en tant que tel qui donne sa propre explication au public et ça dépend aussi de l'émotion humaine aussi. Chacun a sa compréhension de voir une œuvre d'art. Ce tableau, le rêve d'un enfant juste accroché devant lui, fait allusion à l'enfance. Le rêve d'un tout petit d'avoir les cadeaux de son choix. Celui-là, moi, je donne comme le rêve d'un enfant. Donc, ça me plonge un tout petit peu dans l'enfance parce que, bon, moi, j'étais tellement fasciné par beaucoup de choses. Tout ce que moi, je voyais, moi, je souhaitais avoir ça.
J'aime des vélos, j'aime des petites voitures, ainsi de suite. Le deuxième sur lequel on voit un jeune observer la nature plonge l'admirateur dans l'avenir. Celui-là, bon, c'est un jeune qui regarde l'univers dans toutes sortes de mouvements. Qu'est-ce qui se passe dans l'avenir? Une œuvre d'art donne sa propre lecture à tout le monde. Si vous voyez un homme et une femme, moi je vois un homme. C'est quelque chose qui est venu à moi, c'est une question d'émotion, une question d'imagination que j'ai créée. Bon. Aujourd'hui, Amadou Opa Bathily rend grâce à Dieu. Il tire plusieurs avantages de ce métier de plasticien. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à l'art. Dieu merci, je gagne ma vie, je dors bien, je mange bien. Donc à travers l'art, je suis toujours là. Jeune et talentueux, il a participé à plusieurs expositions collectives et des ateliers de formation au Mali et en Tunisie. Bon, j'ai participé à plusieurs expositions, de Bamako à Ségou, et Ségou aussi à l'international. Actuellement, il y a beaucoup d'expositions sur les lignes. J'ai exposé plusieurs fois à Ségou, dont des expositions individuelles, mais le reste, c'est des expos collectifs. Je viens de terminer une exposition avec Agansi aussi. Donc, j'ai beaucoup exposé. Lauréat du concours Talent de la Cité nationale 2017, Amadou Opa Bathily estime que la seule difficulté qui peut faire obstacle à un artiste, c'est le manque de créativité et l'absence de l'inspiration. La seule difficulté que moi qu'un artiste peut rencontrer, pas moi seul, c'est du côté émotionnel. Si vous n'êtes pas d'état d'âme de création, sinon pour moi, un artiste, vous pouvez travailler dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel moment, dans n'importe quelle position, que ce soit financière ou pas. Tu dois être en mesure de toucher à quelque chose, faire quelque chose, réaliser quelque chose. Comme tout artiste, le rêve de ce jeune plasticien est d'exporter le talent des jeunes Maliens à l'extérieur et vendre une bonne image du pays à travers ses œuvres d'art. Ouverture ce lundi 11 octobre devant la justice militaire de Ouagadougou au Burkina Faso du procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Le leader de la révolution burkinabé avait pris le pouvoir par un coup d'État en 1983 avant d'être tué avec 12 de ses collaborateurs le 15 octobre 1987. 34 ans après les faits, ce procès peut enfin avoir lieu et les enjeux sont importants. Suivons. Ils sont au total 14 accusés, dont 2 principaux prévenus qui répondent aux abonnés absents, à comparaître devant le tribunal militaire de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Parmi les accusés figure l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, 70 ans, compagnon d'armes de Thomas Sankara, en exil en Côte d'Ivoire depuis qu'il a été renversé par une insurrection populaire en 2014. Et le général Gilbert Diendéré, 61 ans, l'un des principaux chefs de l'armée lors du putsch de 1987, qui purge déjà une peine de 20 ans de prison pour tentative de coup d'État en 2015. Complicité d'assassinat, recel de cadavres et d'attentats à la sûreté de l'État sont les faits qui leur sont reprochés. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1983, Thomas Sankara a été tué avec 12 de ses compagnons par un commando lors d'une réunion au siège du Conseil national de la Révolution CNR à Ouagadougou. Il avait 37 ans. Ce procès tant attendu par les familles des victimes du putsch de 1987, qui avait porté au pouvoir Blaise Compaoré, se tiendra sous haute surveillance des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Selon Stanislas Benewende Sankara, avocat de la famille du leader révolutionnaire depuis 1997, l'absence de Compaoré était mépris pour la justice de son pays d'origine et dénote quelque part aussi sa culpabilité éventuelle. Pour lui, même si ce procès n'est pas encore le bout du tunnel, nous amorçons un virage sur le plan judiciaire qui est très important. Toutefois, ce procès devra faire la lumière sur les événements du 15 octobre 1987 et déterminer notamment la chaîne de responsabilité. Quant aux proches des victimes,
Ils veulent savoir qui a pris la décision, qui a commis l'acte, qui l'a soutenu et pourquoi. L'image du jour est consacrée au pôle Sud. Le pôle Sud est le point le plus au sud de la surface de la Terre, diamétralement opposé au pôle Nord. Il est situé sur le continent antarctique. Le pôle Sud est parfois désigné comme géographique afin de le distinguer du pôle Sud magnétique. Bien que tous deux situés sur l'Antarctique, les deux points ne coïncident pas car l'emplacement du pôle Sud magnétique suit les variations du champ magnétique terrestre. Pendant l'hiver austral, le pôle Sud est plongé dans la nuit polaire. Pendant l'été, le soleil est toujours bas dans le ciel. De plus, la majeure partie de la lumière qui attend la surface est réfléchie par la neige. Cette absence de chaleur prodiguée par le soleil, combinée avec la haute altitude du lieu, plus de 2800 mètres au-dessus du niveau de la mer, font que le pôle Sud est l'un des endroits les plus froids sur Terre. Le climat du pôle Sud est désertique et l'endroit ne reçoit quasiment aucune précipitation. L'humidité de l'air est presque nulle à cause de son climat exceptionnellement difficile. Le pôle Sud ne possède aucune plante ou animal natif. Cependant, les labbes égarés y sont parfois aperçus. Suivons à présent l'actualité internationale avec Oumou Makalou. La nouvelle première ministre tunisienne Najla Bouden présente son gouvernement au président tunisien Kais Saïed 11 semaines après l'éviction du précédent cabinet par le président qui s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet, annonce la présidence. Le président de la République promulgue un décret nommant le chef du gouvernement et ses membres, a indiqué la présidence dans un communiqué peu avant la diffusion par la télévision officielle de la cérémonie de prestation de serment. Madame Bouden a été nommée le 29 septembre, plus de 2 mois après le limogeage le 25 juillet du Premier ministre Hichem Mechichi par le chef de l'État qui a également gelé le Parlement et pris en main le pouvoir judiciaire. Dans un discours lors de la prestation de serment, Madame Bouden, âgée de 63 ans, a affirmé que, je cite, « La lutte contre la corruption sera le plus important objectif ». Fin de citation. Son gouvernement compte 25 membres. L'annonce du nouveau gouvernement survient au lendemain d'une nouvelle manifestation à Tunis contre les mesures d'exception décidées par Saïda, à laquelle ont participé au moins 6000 personnes dans la capitale Tunis. En pleine crise socio-économique et sanitaire, et après des mois de blocage politique, Kais Saïed avait invoqué un péril imminent pour justifier ses actions dénoncées comme un coup d'État par ses opposants et des ONG. Des nuages de fumée noire épaisse s'élèvent, tandis que des pompiers s'efforcent d'éteindre une énorme flamme qui fait rage dans un réservoir d'essence des installations de Zarani, près de la ville côtière de Saïda dans le sud du pays. Les installations de Zarani comprennent également la centrale électrique du même nom et fournissent 15% du mazout du pays. Après une année blanche pour cause de Covid-19, France Football a dévoilé la liste des 30 nominés pour le prestigieux trophée individuel qui couronne le meilleur footballeur de l'année, dénommé le Ballon d'Or. Amadou Tolo revient sur les nominés africains. L'Afrique sera représentée par 2 joueurs. D'abord l'Algérien Riyad Mahrez, finaliste de la dernière Ligue des Champions avec Manchester City et décisive en demi-finale face au PSG. Ensuite, l'Égyptien Mohamed Salah, moins en vue la saison passée, mais auteur d'un début d'exercice tonitruant avec Liverpool. On remarque en revanche un absent majeur, le gardien de Chelsea, Edouard Mendy, pourtant vainqueur de la Ligue des Champions et décisif tout au long du parcours des Blues. Avec 9 clean-sheets en 12 matchs, le Sénégalais avait été élu meilleur gardien de la saison passée par l'UEFA et son absence est tout simplement incompréhensible. Habitué de la liste des nominés ces dernières années, son compatriote Sadio Mané, Liverpool, manque aussi à l'appel, mais c'est logique au vu de son année moins aboutie. Le successeur de Lionel Messi, sacré en 2019, sera connu le 29 novembre à l'occasion d'une cérémonie qui sera une nouvelle fois présentée par la légende ivoirienne Didier Drogba. Quel classement les Africains occuperont lors de ce vote pour les Ballons d'Or 2021? On en saura au soir du 29 novembre prochain.
Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News.